a voulu, pour commencer cette série d'émissions consacrées à l'histoire populaire, eh bien, honorer à notre manière le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Et oui, je pense que vous connaissez tous l'Internationale, cette chanson du mouvement ouvrier international. Eh bien, elle a été composée par Eugène Pottier, qui a écrit les paroles, et puis après la musique date plus tardive, mais le texte a été composé par Pottier, qui était un communard et qui a écrit donc ces paroles juste à la fin de la semaine, après la semaine sanglante, quand donc le mouvement a été liquidé. Je voudrais d'abord dire quelques mots sur le contexte de ce texte. Parce que je vous l'ai dit, dans cette série d'émissions que notre association va diffuser tous les mois, il y a une dimension, c'est aussi d'expliquer le métier d'historien, c'est-à-dire aussi bien qu'est-ce qu'on fait quand on a affaire à un texte. C'est pas la même chose quand on est militant, quand on est écrivain, quand on est analyste, journaliste, etc. Et quand on est historien, chercheur, il y a un devoir, disons, de critique du texte qui est important. Et le premier point, ce qu'on apprend à nos étudiants, c'est déjà de donner des éléments sur le contexte. Parce que un texte est écrit dans certaines circonstances, et ces circonstances ont une grande importance pour comprendre le texte. Et l'un des défauts, vous savez, qu'on peut reprocher parfois à certains, et notamment à ceux qui sont engagés dans le devoir de mémoire, c'est de commettre des anachronismes, c'est-à-dire d'interpréter un texte à partir de catégories qui n'étaient pas celles des acteurs de l'époque. Alors, on a choisi pour cette émission de faire référence au texte de Marx qui a été publié en 1968 par les éditions Sociales, donc qui était la maison d'édition du Parti communiste français. C'est d'ailleurs dans cette édition-là que je l'ai lu, moi, au départ, et que vous pourrez trouver vous-même sur Internet, puisqu'il est mis en ligne aujourd'hui, donc en PDF, et vous pourrez donc suivre un petit peu ce que je vous dis à partir de la référence sur le document original. Donc, le premier point sur lequel il faut être vigilant, c'est quand vous avez un texte, il ne faut pas croire tout de suite que c'est un livre. Même si vous le consultez sous la forme d'un livre, il n'existe pas forcément au départ sous cette forme-là. Et ça a des effets. Et là, effectivement, quand vous consultez, par exemple, cette édition produite par les éditions Sociales, eh bien, vous avez le texte de Marx, mais qui est enveloppé, entouré de plusieurs autres textes. Il y a d'abord l'éditeur, une note de l'éditeur qui situe l'importance pour lui, donc à l'époque pour le Parti communiste, de ce texte de Marx sur la Commune. Mais vous avez aussi une préface d'Engels qui a été publiée 20 ans après. Donc vous voyez, il y a tout un environnement qui peut avoir des effets sur la compréhension qu'on a de ce texte. D'autre part, par exemple, il y a des notes de bas de page qui ont été rajoutées par l'éditeur, qui ont une utilité, bien évidemment, mais qui peuvent aussi tirer l'interprétation du texte dans un sens ou dans un autre. Donc, ce que je voudrais, c'est bien resituer tout d'abord le texte dans son contexte. Il ne s'agit pas d'un texte d'historien, il ne s'agit pas d'un texte même philosophique ni théorique. C'est, on dirait aujourd'hui, une intervention à chaud. Marx s'engage au lendemain de cet événement et du traumatisme qu'a représenté le massacre de milliers, on estime entre 15 et 20 000 communards. Un autre point qu'il s'agit de souligner, c'est qu'en fait ce texte qui apparaît aujourd'hui sous le titre « La guerre civile en France », il était présenté comme une adresse. Donc ce mot « adresse » aujourd'hui, on ne l'utilise plus tellement en français sous ce sens-là. En fait, c'est une traduction de l'anglais, parce qu'il a publié, Marx, ce texte d'abord en anglais, traduit en français, et le terme « adresse », si vous voulez, on pourrait traduire en français par un discours adressé à des militants. Effectivement, en fait, Marx s'adresse prioritairement à des militants. Ces militants, eh bien, ce sont les membres de son parti de l'époque, l'Association internationale des travailleurs, qui avait été fondée en 1864 et dont il était un membre très actif. Il avait lui-même rédigé d'ailleurs l'adresse inaugurale et les statuts provisoires de l'Association internationale des travailleurs, puisque Marx, vous savez, qui était d'origine allemande, a été pourchassé pour ses engagements révolutionnaires. Il avait été obligé de se réfugier à Londres, et c'est depuis là qu'il avait continué ses activités à la fois théoriques et militantes. Donc, c'est ce qu'on appelle la première internationale, parce qu'il y en a eu un grand nombre,
-4 internationale. Ça, c'est la première. Donc, vous voyez, c'est déjà une dimension importante, c'est la dimension internationale. Le mouvement ouvrier de l'époque était beaucoup plus international qu'il ne l'est aujourd'hui. Et donc, Marx s'adresse à des militants qui peuvent être français, allemands, anglais, enfin, principalement, vous voyez, cette ère-là, européenne. Mais il faut savoir aussi, quand on veut comprendre le contexte, l'Association internationale des travailleurs est divisée à l'époque entre deux courants. Un courant communiste, on dira marxiste après, donc est proche de du manifeste du Parti communiste que Marx et Engels avaient écrit en 1848, et l'autre tendance, c'est le mouvement anarchiste. Et donc, en France, il faut bien savoir que quand même, la majorité des militants du monde ouvrier sont plutôt tendance anarchiste, on dira anarcho-syndicaliste après, proche de Proudhon, qui était le grand homme du mouvement ouvrier français à cette époque-là, plutôt que de Marx. Et au sein de l'AIT, il y a un congrès qui se déroule en 1869, donc juste avant la Commune, eh bien on constate que même au sein de l'AIT, les marxistes ne représentent qu'une minorité, à peu près un tiers des membres. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un événement inouï. Aujourd'hui, peut-être qu'on n'en prend plus tellement conscience, mais c'est la guerre de 1870. La guerre entre la Prusse et la France, c'est-à-dire entre deux grandes puissances de l'époque, puissance européenne, mais même mondiale à cette époque-là, dans un monde où finalement la guerre, on en avait perdu un peu de vue, parce que depuis la Restauration, c'est-à-dire depuis la fin de l'Empire de Napoléon, il y avait pratiquement une sorte de période relativement pacifique, enfin qui n'avait pas été embrasée par des grands conflits comme celui-là. Donc la guerre de 1870, voilà, va frapper l'opinion, et elle éclate donc le 19 juillet 1870, et Marx prend déjà la plume. C'est pour ça que j'ajoute aussi plusieurs textes à celui qui concerne directement la Commune, parce que ça forme un ensemble. Il faut partir de cette guerre de 1870 pour comprendre la Commune. Hein. Et Marx, donc, publie une adresse déjà aux militants, 4 jours après le début de la guerre, mais là, dans un mouvement de pacifiste. C'est-à-dire, il veut convaincre les militants de s'engager, de se mobiliser, de faire grève, de manifester, signer des pétitions pour la paix, pour un arrêt immédiat de la guerre, parce qu'il dit, cette guerre-là, elle ne concerne pas les ouvriers, elle va opposer des ouvriers d'un pays à l'autre, ce qui est contraire à nos objectifs révolutionnaires. Et ce qui est intéressant dans cette première adresse, donc qui date de 19 juillet 70, c'est qu'il prévoit la chute rapide du Second Empire. Hein. Et effectivement, c'est ce qui va se produire, puisque la France est rapidement défaite par la Prusse, et à la chute du Second Empire, la proclamation de la Troisième République en France. Et donc, le 4 septembre, là encore, vous voyez, très rapidement, Marx publie une nouvelle adresse aux militants, dans lequel il fait déjà un point sur la situation nouvelle qui résulte de la victoire de la Prusse. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est toujours dans une logique pacifiste, parce que là, il dit, au départ, cette guerre, elle pouvait se justifier, c'était une guerre défensive, puisque c'était la France qui avait déclaré la guerre à la Prusse. Mais maintenant, c'est terminé, il n'y a plus de phase défensive, puisque la Prusse a gagné, la guerre doit s'achever. Or, Bismarck veut annexer l'Alsace-Lorraine, on disait à l'époque, on pourrait dire plutôt Alsace-Moselle, en revendiquant le droit d'occuper cette région parce qu'elle est de langue ou de dialecte germanique. Donc, c'est autour de cette notion-là que Marx s'engage en disant « Attention, si jamais la Prusse, l'Allemagne, disons, poursuit sa stratégie d'annexion, ce sera le début d'une période extrêmement dangereuse pour l'Europe qui amènera une nouvelle guerre. » Hein? Donc là, on voit aussi, je dirais, le côté un peu prémonitoire de ce que raconte Marx, qui voit bien l'engrenage que ça pourrait entraîner. Alors, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi j'avais intitulé cette première séance de la guerre des races à la lutte des classes. Eh bien, parce que Marx utilise le terme race dans ce texte. Hein. Voilà ce qu'il dit. Si la fortune des armes, l'arrogance du succès et les intrigues dynastiques conduisent l'Allemagne à s'emparer de force d'une portion
de territoire français, il ne lui restera alors que deux parties possibles. Ou bien elle devra, à tout risque, devenir l'instrument direct de l'expansion russe, ou bien, après un court répit, elle devra se préparer à nouveau à une autre guerre défensive, non pas à une de ces guerres localisées d'invention récente, mais à une guerre de race, une guerre contre les races latines et slaves coalisées. Donc vous voyez ici, Marx utilise le mot race, on peut dire dans un sens ancien, dans un sens qui aujourd'hui paraît un peu obsolète, puisque ça désigne en fait des peuples européens, différentes parties de l'Europe. Donc, ce n'est pas tellement ce terme race en lui-même qui importe, plutôt ce qui est important, c'est que Marx désigne déjà un problème qui est toujours actuel, mais qui était déjà très important à l'époque. C'est une opposition entre une classe dominante qui privilégie des critères qu'on appellerait aujourd'hui identitaires à une classe dominée, en l'occurrence le prolétariat, qui lui privilégie des critères sociaux. Donc ce clivage entre l'identitaire, le social, le racial et le social, on le voit déjà émerger dans l'analyse de Marx. Et évidemment, ce qu'il ne prévoit pas, en nommant ces races latines, etc., c'est comment la question raciale va évoluer très rapidement avec la montée de l'antisémitisme. Parce que Hitler, par exemple, le nazisme, c'est effectivement une guerre raciste, raciale, où les Allemands sont présentés comme la race, vous savez, élue, dominante, etc., et les Juifs sont présentés comme la race qu'il faut détruire. Et plus tard, on aura les guerres coloniales qui utiliseront ce schéma racial. Marx ne prévoit pas cela, mais ce qu'il voit bien, c'est la matrice d'une logique politique où on a une opposition entre une logique que j'appelle identitaire, qui peut être raciale ou nationale, je vais y revenir, d'un côté, et de l'autre, une démarche qui est de l'ordre social. Hein. On le voit d'ailleurs dans le même raisonnement, toujours dans cette seconde adresse, lorsqu'il fait une analyse à chaud aussi de ce régime républicain qui vient de surgir en France après la chute du Second Empire et qui suscite de grands espoirs. Marx est suffisamment lucide pour voir qu'une révolution à ce moment-là, c'est dramatique, parce que le contexte ne permet pas du tout au peuple de l'emporter. Hein. Non seulement, évidemment, ils n'ont pas l'armée pour eux, mais en même temps, la France vaincue a été envahie par la Prusse. On estime qu'un tiers du territoire français est occupé, et Paris est encerclé. Et le gouvernement provisoire républicain va demander l'armistice. Donc, il n'y a plus que les Parisiens qui résistent à la domination prussienne, et on va avoir une alliance entre le gouvernement républicain et Bismarck pour liquider par la suite la Commune. Et vous voyez, ce qu'on voit là très clairement, c'est que, là encore, la République privilégie l'identité nationale, on dirait aujourd'hui, donc une question identitaire, au lieu d'une démarche d'ordre social visant à mobiliser, comme ça avait été le cas sous la Révolution française, en partie les classes populaires, le peuple de France, contre l'envahisseur. Marx a été personnellement très touché par cet événement-là, parce que il avait à l'époque c'était une époque où on s'écrivait, il n'y avait pas le téléphone encore, donc on correspondait, c'était l'âge de la correspondance encore, et Marx était en liaison régulière avec tous les dirigeants de la commune, qui souvent lui demandaient des conseils. Et donc finalement, c'est ses amis, souvent, qui ont été massacrés. Donc il y a cette dimension émotionnelle très forte qui explique un côté du texte qui aujourd'hui peut paraître un peu obsolète, c'est qu'il est extrêmement violent à l'égard d'un certain nombre de dirigeants. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Marx insiste à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, donc là on arrive dans le texte de la guerre civile en France, il commence ce texte directement en disant « Dans ce conflit, entre le devoir national et l'intérêt de classe, le gouvernement de la défense nationale n'hésita pas un instant, il se transforma en un gouvernement de la défection nationale. » C'est un jeu de mots là assez intéressant. Et il y revient ensuite à la fin du texte, de ce texte sur la Commune, en disant « La domination de classe ne peut plus se cacher sous un uniforme national. Les gouvernements nationaux ne font qu'un contre le prolétariat. »
Je trouve que ce qui est extrêmement intéressant, parce que ça ouvre sur tous les épisodes qui vont suivre tout au long du XXe siècle, c'est-à-dire voilà, le chauvinisme, le nationalisme, l'enfermement des individus dans ce nous français, allemand, etc., qui va justifier toutes les conquêtes et tous les massacres, et on voit là qu'il émerge d'une manière tout à fait cruciale. Alors, je vais avancer maintenant pour parler des apports de la commune. Bon, sans doute que si vous avez suivi ces événements, vous connaissez l'essentiel, mais moi, je voudrais surtout insister sur ce que Marx, lui, considère comme étant le plus important dans ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors tout d'abord, évidemment, il y a un côté défendre ses amis, enfin, c'est-à-dire il se fait aussi l'avocat des communards. Vous savez, on a beaucoup reproché aux communards les exactions qui avaient été commises, notamment, par exemple, les otages qui ont été exécutés, notamment l'archevêque de Paris, ou bien les monuments qui ont été incendiés, détruits. Marx considère que c'était en gros de la légitime défense. C'est pas eux qui ont commencé, c'est parce que le gouvernement bourgeois, capitaliste, ne voulait pas admettre que des ouvriers puissent finalement s'organiser et créer leur propre gouvernement, que la répression s'est abattue sur eux. Mais pour lui, le plus important, c'est, il le dit même, le véritable secret de la commune, le voici. C'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte des classes, des producteurs contre la classe des appropriateurs. La forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Le mot émancipation, le mot travail, vous voyez, sont des valeurs centrales dans l'analyse marxiste. Et comme vous le savez sans doute, malgré un contexte incroyablement défavorable, puisque on a la défaite militaire, on a une ville qui est assiégée, on a, vous savez, les Parisiens crevés de faim, etc., on a un nombre de mesures tout à fait impressionnants qui ont été adoptées à ce moment-là. Je ne vais pas toutes vous les citer, enfin, je pense que vous les connaissez sans doute, c'est facile à retrouver en tout cas. La suppression de l'armée permanente au profit d'une garde nationale, populaire, la suspension du paiement des loyers, la séparation de l'Église et de l'État, un plan pour confier la gestion des entreprises aux ouvriers, c'est-à-dire aux travailleurs, l'abolition du travail de nuit, des mesures nombreuses aussi en faveur des femmes, le soutien aussi au premier mouvement de masse mis en œuvre par des femmes. Bon, mais Marx n'insiste pas tellement en fait là-dessus dans ce texte-là. Lui, ce qui lui préoccupe surtout, c'est la réflexion sur la forme du gouvernement. Quand on fait une révolution, quel type de gouvernement va-t-on créer, va-t-on mettre en place? Et c'est là que se situe pour lui l'événement le plus important. Je vous cite, « La classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre tel quel l'appareil d'État et de le faire fonctionner pour son propre compte. » Donc la leçon essentielle que Marx tire de la Commune, c'est que lorsque le prolétariat, disons le peuple, prend le pouvoir, il ne peut pas faire fonctionner l'État comme il était avant. Il faut qu'il brise l'appareil d'État et qu'il le remplace par autre chose. Et il dit que finalement les communards ont commencé, mais la commune n'a pas duré longtemps, du 18 mars à la mi-mai à peu près, vous voyez, 3 mois, c'était guère possible de tout mettre en place. Mais on voit des éléments qui vont dans ce sens-là. Déjà la suppression de l'armée, s'il y a bien un appareil d'État, c'est bien l'armée, par une garde nationale composée de gens du peuple, et surtout eh bien, ce qu'il appelle le gouvernement de la commune. Hein, c'est-à-dire composé de conseillers municipaux qui sont élus au suffrage universel et qui sont révocables à tout moment et qui sont, pour la plupart d'entre eux, qui étaient des ouvriers. Idem, dit Marx, pour les juges et les fonctionnaires. Donc tous ces représentants de l'État et ces agents de l'État, eh bien, on les remplace par des personnes qui sont élues et qui sont révocables, qui sont placées sous le contrôle populaire. Autre élément, c'est que la commune de Paris doit servir de modèle à d'autres communes. Ça, c'est aussi un point essentiel. L'idée, l'espoir, c'était que le mouvement si vous voyez, se diffuse un peu partout, de façon à ce qu'il y ait des gouvernements communaux qui s'installent non seulement dans les villes, mais aussi dans les villages, et qui entraîneraient la destruction du pouvoir d'État. Alors ça, Marx, pas dans ce texte, hein, mais par la suite, l'a résumé en une formule qu'il a appelée la dictature du prolétariat.
cette formule a fait hérisser les cheveux de beaucoup de gens, une dictature, alors on va mettre en place une dictature. Mais chez Marx, vous voyez, ce n'était pas l'idée d'imposer un régime autoritaire et destructeur. C'était la dictature, le mot voulait dire que, eh bien, on confiait le pouvoir au peuple, et que le peuple avait un pouvoir de contrôle démocratique sur ceux qui l'avaient élu. Donc voilà, ça, cette notion de dictature de prolétariat, c'est vraiment une notion extrêmement importante pour Marx dans cet événement de la Commune. Alors maintenant, justement, dans la troisième partie, je voudrais voir avec vous la mémoire, qu'est-ce qui reste de cet événement dans la mémoire à différentes époques. Premier point, les recherches historiques récentes sur la Commune, un grand nombre de recherches très passionnantes. Une partie de ces recherches ont montré que la Commune, c'est un événement français, je dirais franco-français, même puisque ça se passe à Paris, mais a eu très tôt, presque dans le même temps, presque dans l'actualité de l'époque, un retentissement international, notamment en Europe, mais aussi en Amérique du Nord. Pourquoi ? Eh bien, parce que la France de l'époque, ce n'était pas la France d'aujourd'hui. La France de l'époque, c'est un des pays les plus puissants du monde, les plus connus dans le monde. Et Paris était la capitale mondiale, une des capitales mondiales, avec Londres. On avait deux grandes capitales dans le monde à l'époque. Donc, ce qui se passait à Paris, évidemment, frappait déjà l'opinion. D'autre part, c'est une période où on voit le développement de la presse. La presse de masse commence à s'installer, donc il y a des moyens de communication nouveaux qui permettent de populariser aussi l'événement. Donc, on a là déjà donc, une effervescence qui va donner des idées à des gens dans différents pays. Je vais y revenir tout à l'heure. Marx lui-même reviendra sur l'événement et il ne sera plus par la suite, une fois passé le moment, vous voyez, intense de l'émotion, il sera un peu critique à l'égard de la Commune de Paris. Il va surtout leur reprocher aux communards d'avoir été naïfs. Et il dit surtout l'erreur, ça a été de ne pas mettre la main sur la Banque de France. Eh oui, les communards n'ont pas osé ou n'ont pas pensé. Eh bien oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et Marx dit, si vous aviez pris la Banque de France, les capitalistes, ils auraient tout de suite commencé à voir les choses autrement, ils auraient négocié. C'est d'ailleurs ce que Friedrich Engels va reprendre dans son analyse, le texte qu'il écrit pour le 20e anniversaire de la Commune en 1891. Ensuite, ce qu'il faut aussi dire, c'est que beaucoup de communards, ceux qui ne seront pas tués, eh bien, ils seront contraints à l'exil. Ça a été le cas de Louise Michel, qui a été déportée en Nouvelle-Calédonie, mais ça a été le cas aussi pour un grand nombre de militants de la Commune. Beaucoup d'entre eux sont revenus ensuite à Paris quand il y a eu la loi d'amnistie, votée en 1880. Et ils vont jouer, grâce à ce souvenir, à cette mémoire qu'ils avaient évidemment ancrée en eux, puisqu'ils y avaient participé, ils vont jouer un grand rôle dans le renouveau du mouvement ouvrier, qui commence en France à peu près justement dans les années 1880. On sait le rôle, par exemple, que Louise Michel ou Jean Alleman, un autre grand leader, ont joué dans le développement du thème, je dirais presque du mythe de la grève générale, extrêmement porteur à la fin du XIXe siècle dans le syndicalisme français, qui est plutôt anarchiste, anarcho-syndicaliste que marxiste. Il faut bien le reconnaître. Autre élément de la mémoire, évidemment, c'est les commémorations. Vous savez que la Commune, c'est resté dans l'histoire du mouvement ouvrier, on parlait du martyrologue prolétarien, c'est-à-dire tous ces ouvriers qui ont payé de leur vie le fait qu'ils s'étaient défendus, qu'ils s'étaient battus pour défendre leurs droits. Après l'amnistie, vous avez une association des Amis de la Commune qui va se mettre en place avec beaucoup d'anciens communards, une association qui existe encore, et qui a changé de nom au cours du temps, mais qui existe encore aujourd'hui, et qui va organiser tout un travail d'histoire sur les événements, mais aussi de mémoire, et les cérémonies aussi au Père-Lachaise, au mur des fédérés, comme ça se fait tous les ans, au mois de mai, pour fêter, pas dire fêter, mais célébrer la semaine sanglante. Alors, le mur des fédérés, c'est là qu'ont été fusillés 147 communards, qu'on appelait fédérés parce qu'ils étaient dans les troupes qui combattaient les Versaillais, donc d'aller le fêter au mur des fédérés. Par exemple, en 1936, victoire du Front populaire, Léon Blum se rend au mur des fédérés pour célébrer la victoire. 1981, victoire de la gauche, Mitterrand, président, eh bien, Mauroy, le Premier ministre, se rend aussi au mur des fédérés. Et ça, c'est marrant parce que Marx en parle un petit peu. Il dit dans le texte donc, de la guerre civile en France,
le souvenir de ces martyrs est conservé pieusement dans le grand cœur de la classe ouvrière. Vous voyez cette dimension émotionnelle extrêmement importante, parce que, je dirais, pour beaucoup d'ouvriers, militants, qui n'avaient pas lu Marx, qui n'étaient pas des théoriciens, ça les marquait, ça les touchait. Et dans l'adhésion, dans l'identification à une cause juste, cet événement-là était tout à fait important. Mais je voudrais dire aussi un mot sur le plan international. Oui, parce que je disais tout à l'heure, la Commune, ce n'est pas uniquement un événement franco-français, c'est un événement mondial, universel, on pourrait dire quelque part. Alors, première conséquence, ça renforce les clivages au sein de l'AIT, au sein de la Première Internationale, et finalement, il y a une scission qui se produit en 1871. Les anarchistes, qui étaient amenés par Bakounine, quittent l'AIT pour fonder une autre internationale. Le clivage, si vous voulez, sans entrer dans les détails, c'est entre les marxistes qui pensent que si on veut faire une révolution, il faut avoir un parti, il faut être organisé, il faut avoir des organes qui puissent remplacer le pouvoir d'État, mais pour imposer, triompher de la lutte des classes, tout simplement. On n'est pas dans un monde de bisounours. Voilà ce que pensent les communistes. Alors que les anarchistes, eux, sont plus dans une idée qu'il faut se tenir à distance de l'État et organiser par la base, vous voyez, les mouvements de proche en proche, etc. Donc ce clivage persiste encore aujourd'hui dans l'histoire des luttes sociales. Hein. Mais surtout, celui qui va beaucoup faire pour la popularisation mondiale de la Commune, c'est Lénine, dans son livre qui s'appelle « L'État et la Révolution ». Et c'est lui qui va donner une importance capitale à la notion de dictature du prolétariat, en disant, bien oui, la leçon de Marx, qui est la leçon de la Commune, c'est que l'État doit disparaître et la forme transitoire de sa déperdition, de sa disparition, c'est le prolétariat organisé en classe dominante. C'est grâce à ça, grâce à la phase socialiste, qu'on arrivera au communisme. Et donc lui-même va s'activer et il dit, bah oui, la leçon de la Commune, c'est aussi que quand le moment est venu, il faut agir. Eh bien, ils vont prendre le pouvoir, donc ça va avoir une importance capitale, puisque la révolution russe, la révolution bolchevique, finalement, s'inspire assez directement de la Commune. Et se va mettre en place les soviets. Les soviets, c'est la traduction russe de la Commune, si on veut, vous voyez. Bon, et aussi, Lénine va transmettre aux dirigeants communistes chinois, à la même époque, cet idéal de la Commune, et on le retrouve chez des dirigeants communistes chinois, et notamment chez Mao Tse-tung, qui va utiliser la référence à la Commune, notamment lorsqu'il va lancer la révolution culturelle dans les années 60. Hein. Il va même reprendre, dans un texte officiel, la proclamation des communards, disant « Il est nécessaire d'appliquer un système d'élection générale semblable à celui de la Commune de Paris ». Vous voyez, c'est-à-dire remplacer les élections telles qu'on les connaît nous, par délégation de suffrage, par un système où les gens qui exercent une parcelle du pouvoir sont sous le contrôle de la base. Et qu'est-ce qui reste quand même de la Commune? La Commune est encore populaire, mais c'est plutôt, je dirais, la dimension autogestionnaire, qui n'était pas spécialement d'inspiration marxiste. Mais je dirais que globalement, l'utopie de la destruction du pouvoir d'État, elle s'est écroulée. Peu de gens encore pensent qu'il est possible de détruire le pouvoir d'État pour le remplacer par d'autres formes d'organisation. Il y a quand même un lien avec Marx, vous allez voir pourquoi. Parce que Marx, dans la guerre civile en France, il est très critique à l'égard du système de la délégation par le vote, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça fait pour lui partie du pouvoir d'État bourgeois qui confisque le pouvoir au détriment des ouvriers. Voilà ce qu'il dit. Au lieu de décider une fois tous les 3 ou 6 ans quel membre de la classe dirigeante devrait représenter, il met le mot entre guillemets, et fouler aux pieds le peuple au Parlement, le suffrage universel devrait servir au peuple constitué en commune, comme le suffrage individuel sert à tout autre employeur en quête d'ouvriers, de contrôleurs et de comptables pour son affaire. Et c'est un fait bien connu que les sociétés, comme les individus, en matière d'affaires véritables, savent généralement mettre chacun à sa place, et si elles font une fois une erreur, elles savent la redresser promptement. En gros, l'idée, vous voyez, c'est très intéressant finalement, cette idée-là, c'est qu'il y a un savoir commun. Il y a un savoir qui est partagé par tout le monde, qui ne dépend pas du niveau d'études, de l'expertise, de telle ou telle forme de compétence. Et ce savoir, c'est le savoir du citoyen. C'est le savoir de l'individu qui fait partie d'une cité, vous voyez, d'une communauté, et qui sait défendre ses intérêts. Combien d'ouvriers aujourd'hui au Parlement en France? 0.
Donc on voit bien, alors que Marx souligne bien que le phénomène inouï de la commune, c'est le fait qu'en majorité, les gens qui dirigeaient la commune étaient des ouvriers. Chez les Gilets jaunes, il y a finalement aussi cette critique de la délégation de pouvoir. Tout le débat qu'il y a eu sur l'invention de nouvelles formes de citoyenneté, finalement, s'ancrait dans cette tradition-là. Je voudrais terminer maintenant en faisant un peu une critique historique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'historien peut retenir de cela. Alors je crois, moi, que la principale limite de Marx, c'est ce que j'ai écrit déjà dans mes recherches, j'ai beaucoup travaillé sur l'État, moi, il se trouve. Donc Marx parle beaucoup de l'État, donc évidemment ça se rencontrait. Eh bien, c'est que Marx a une définition de l'État qui est classique, c'est-à-dire Marx appartient à une époque où l'État, en gros, se limitait encore à une superstructure. C'est-à-dire on avait un État qui pesait comme une chape de plomb sur une société qu'on appelait la société civile, dont il était relativement séparé. C'est pour ça que dans l'analyse de Marx, la vision de l'État, c'est une vision d'un État policier. Et quand il parle de l'État, c'est toujours la police, vous voyez, la répression, le pouvoir politique, etc. Lui-même en avait beaucoup souffert d'ailleurs de ça, parce qu'il était pourchassé, de même que les militants de l'AIT. Voilà, il a cette dimension-là. Mais ce qui va se produire, notamment en conséquence des luttes ouvrières, le pouvoir bourgeois, vous savez, c'est une des choses sur laquelle j'insiste beaucoup dans mon livre sur l'histoire populaire de la France. Et on peut dire que les luttes ouvrières sont toujours perdantes, mais elles ont quand même des effets. Elles amènent les dominants, les dirigeants, à changer les formes de gouvernement, de pouvoir qu'ils exercent. Et là, on en a un bon exemple. Parce que l'une des conséquences des luttes ouvrières, même quand elles ont été réprimées, et c'est le cas de la Commune, les républicains vont beaucoup réfléchir à ce qui s'est passé. Ils vont se dire, si on ne veut pas que ça se renouvelle, il faut trouver des solutions. Et la solution, ça va être l'intégration des classes populaires au sein de l'État. Donc à partir des années 80, petit à petit, on voit des lois sociales, des formes de protection, etc., qui se mettent en place. Et du coup, on n'est plus du tout dans le même rapport à l'État. L'État va s'immiscer profondément dans la société, au point parfois même de façonner les identités des personnes. Et donc, dans ce cas-là, ça devient beaucoup plus dur, vous comprenez, de lutter contre le pouvoir d'État. Et ce qui s'est produit entre les années 1870 et la Première Guerre mondiale, c'est une nationalisation des mouvements ouvriers, une institutionnalisation, c'est-à-dire que le pouvoir d'État a réussi à façonner, à fabriquer des classes ouvrières nationales. Et en 14, eh bien, au lieu de s'allier contre la guerre, elles vont s'opposer les unes aux autres. Donc là, évidemment, Marx, là-dessus, il n'est pas d'une grande utilité. C'est pour ça qu'il faut se tourner vers la génération d'intellectuels postérieurs à Marx, les sociologues comme Max Weber ou Durkheim, qui, eux, ont centré leurs analyses sur ce que c'est que l'État dans une société démocratique. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que finalement le succès de la Commune, dans la mémoire collective, il a été pris en charge par des ouvriers qui ne ressemblaient pas à des communards. Les ouvriers d'industrie, les mineurs, les métallos, les ouvriers textiles, etc., eh bien c'était des ouvriers de la grande industrie, de la grande usine, alors que les communards, c'était des ouvriers de la petite entreprise, des artisans souvent, qui passaient de l'un à l'autre. Si je prends par exemple Eugène Pottier, Eugène Pottier, celui qui a composé les paroles de l'Internationale, en fait c'est un dessinateur, vous voyez, petit patron lui-même. Donc il n'y avait pas ce clivage qui s'est développé par la suite entre ce qu'on appelle la petite bourgeoisie, des commerçants, des artisans et le monde ouvrier. Donc ça a été plus facile aussi de fédérer l'ensemble du peuple parisien parce que ces clivages n'étaient pas encore complètement constitués. Une autre faiblesse de Marx, c'est sa vision du monde rural. Ça, je l'ai écrit aussi dans mon histoire populaire. C'est-à-dire Marx, il a une vision d'urbain, il a une vision de quelqu'un qui vit dans les villes, qui est proche des militants ouvriers des villes. Alors, pour terminer, je voudrais revenir aussi à ce qu'on appelle le souvenir. Non seulement la mémoire, mais le souvenir. Alors, la différence entre mémoire et souvenir, c'est que le souvenir s'ancre beaucoup plus dans l'expérience vécue. Donc, c'est aussi l'idée, qu'est-ce qui me reste à moi? Quelles traces j'ai gardées dans ma propre mémoire émotionnelle, je dirais, d'un événement comme celui-là. Dans ma propre histoire, je dirais que la Commune de Paris, enfin le 100e anniversaire de la Commune de Paris en 1971 a été un événement important, c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce texte, au moment même où il m'arrivait, en tant qu'étudiant, de défiler dans les rues pour défendre aussi la cause des opprimés. Voilà. C'est une histoire, donc, vous voyez, qui conjugue à la fois des aspects personnels, intellectuels et militants, donc c'est ça qui fait la richesse de l'événement. Eh bien,
après cette présentation de la Commune de Paris sur ses enseignements et sur la mémoire de l'événement, comme convenu, nous allons aborder maintenant quelques ouvrages qui nous ont particulièrement intéressés et qu'on voudrait faire connaître. Alors, le premier qu'on a choisi, il est en lien direct avec la Commune de Paris et il a été écrit par des membres de notre collectif d'AJA. Il s'agit du livre qui s'intitule Sur les traces de Louise Michel, auteur Annick Elias et illustratrice Martine Derrier. Et donc c'est intéressant parce que c'est un ouvrage destiné au jeune public qui ne connaît pas a priori très bien l'histoire de la Commune de Paris. Et donc tout le projet, c'est de traduire, de transposer dans un langage qui soit accessible et qui puisse intéresser des jeunes entre 10 et 15 ans, disons, à cette histoire donc de la Commune, en prenant le personnage emblématique qu'a été Louise Michel et ses combats pendant les événements de la Commune de Paris. Alors, l'ouvrage raconte une histoire qui est transposée donc dans un univers de jeunesse, des élèves de collège, donc, qui sont confrontés à des injustices, un garçon et une fille, et qui vont mener un combat tout en découvrant l'histoire de la Commune de Paris, qui vont mener un combat contre ces injustices et qui vont finir par l'emporter. Donc c'est à la fois, je dirais, très intéressant d'un point de vue de la connaissance historique, mais aussi de la manière dont des jeunes peuvent s'approprier la grande histoire. J'ajoute que les lecteurs trouveront également dans cet ouvrage un intéressant travail d'écriture pour faire le lien entre l'histoire et la littérature, et également une approche intéressante des illustrations, puisque l'illustratrice s'est plongée dans les mémoires de Louise Michel et elle a découvert les poèmes parce que Louise Michel était aussi poète et ce sont ces poèmes qui ont inspiré l'illustratrice et vous verrez que ces dessins donc tirent un grand bénéfice de cette contribution de Louise Michel, je dirais, à l'art poétique. Sur les traces de Louise Michel, Annick Elias et Martine Derrier, est un ouvrage publié par les éditions d'AJA. Vous pouvez vous le procurer en nous écrivant à l'adresse qui s'affiche à l'instant sur votre écran. Alors, nous voulions aussi évoquer avec vous un autre ouvrage qui est pas directement centré sur la Commune, mais qui est lié à l'histoire ouvrière et à la riche culture ouvrière. C'est l'ouvrage qui s'intitule 1 bis Quai des Métallos, aux éditions La Déviation, publié par Alain Rustenholz, qui lui-même est un écrivain assez connu puisqu'il a publié beaucoup d'ouvrages sur le monde ouvrier, tout particulièrement sur le Paris ouvrier. Et dans celui-ci, c'est plutôt son propre itinéraire qu'il nous raconte, une traversée qui débute, je dirais, au moment contexte de la Seconde Guerre mondiale, qui traverse la belle époque des 30 Glorieuses, mais qui n'a pas été une belle époque pour tout le monde, et qui montre comment cet itinéraire d'ouvrier, marqué malgré tout par une certaine mobilité sociale, puisque l'auteur lui-même deviendra journaliste et donc historien, écrivain, cet itinéraire traverse toute une série d'épisodes et de milieux sociaux, et avec aussi un retour en Alsace, la patrie, je dirais, d'origine lointaine de la famille, mais qui n'a plus beaucoup de sens pour l'auteur lui-même, puisqu'il ne parle plus le dialecte. Alors c'est une dimension qui m'a touché, puisque moi-même j'ai vécu une partie de mon enfance en Alsace. Donc cet auteur, qui a été lui-même étudiant en lettres à Nanterre au moment de mai 68, vous voyez, qui a aussi ce lien avec, je dirais, l'histoire des luttes sociales, est vraiment très intéressant. Je vous conseille vivement de vous le procurer. Vous pouvez soit passer par notre intermédiaire, soit directement vous adresser à l'éditeur, je veux dire édition La Déviation. Alors vous savez aussi que nous voulons également encourager, soutenir des initiatives qui ont un rapport avec la culture populaire et plus spécialement pour cette émission avec l'histoire populaire. Et c'est pour cela que nous avons tenu, pour cette première émission, à vous parler de l'initiative qui a été menée par un professeur d'histoire-géographie
qui travaillent avec des élèves de bac pro, comme on dit, et qui ont engagé un travail de mémoire très intéressant autour d'une usine qui est classée monument historique. C'est l'usine Cosra à Amiens, une usine textile qui est née en 1794 et qui a fermé ses portes en 2012. Et donc c'est un enjeu aussi mémoriel important parce qu'il y a des promoteurs qui relorgnent sur ces bâtiments, un espace assez imposant, et qui voudraient évidemment mettre des immeubles, de rapports, etc. Donc il y a là un travail aussi de lutte pour conserver cette mémoire ouvrière. Cet enseignant qui s'appelle Louis Tessedou a engagé tout un travail et toute une mobilisation avec ses élèves. Ils ont fait un projet de recueil de mémoire auprès des ouvriers, des ouvrières qui avaient travaillé dans cette usine, et ils en ont publié un livre qui existe en version numérique, qui doit être imprimé, je crois, prochainement. Vous avez l'adresse ici qui s'affiche si vous voulez consulter cet ouvrage. Et également un spectacle. Les élèves ont contribué à faire un spectacle de théâtre autour de la mémoire de cette usine. On trouve d'ailleurs dans beaucoup de villes de France, d'endroits de France, ce combat qui est mené contre la liquidation de tout un pan, de tout un passé de la culture populaire. Et donc on tenait à encourager cette initiative et à vous en faire part, et le cas échéant, que vous puissiez prendre contact avec l'équipe pédagogique qui a travaillé autour de ce projet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis bien rendez-vous au mois de juin pour un nouvel épisode.